Bonjour, merci de nous rejoindre sur Télésud dans ce nouveau numéro des mots et débats. Ici, la littérature est à consommer sans modération, vous le savez, vive l'ivresse littéraire. Alors aujourd'hui, l'invitée que nous recevons est d'origine camerounaise. Elle aime partir à la rencontre de peuples et de cultures nouvelles. Elle est l'auteure de La vie sous d'autres cieux. Rebecca Di Giusto, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors vous avez écrit aussi « Demain aussi le soleil brillera ». Voilà. Et là, il y a une nouvelle parution, un nouveau roman chez Spinel qui s'appelle « Danser au rythme des saisons ». Ce que je propose aux téléspectateurs, c'est de commencer tout de suite au fil des pages. Rebecca Di Giusto, dans votre roman, il y a 4 chapitres qui se dessinent, qui se distinguent, et ce sont des saisons. Bien sûr, puisque le titre de votre roman, c'est « Danser au rythme des saisons ». Le premier chapitre, c'est le printemps. Dès les premières pages de votre récit, nous sommes à Sydney, en Australie. Une hôtesse à l'Alliance française vous accueille. Elle s'appelle Françoise. Elle est pourtant française, mais elle vit en Australie, à Sydney. Et là, vous décidez de l'aider à révéler son lourd secret familial. Et là s'instaure donc une sorte d'amitié et vous allez écrire un roman à 4 mains, c'est-à-dire avec le personnage du livre. Absolument. Donc cette histoire familiale, Françoise, on découvre donc dès le début, ses grands-parents, c'est Emilio Antonelli et Jacqueline Delmas. Expliquez-nous, nous sommes à quelle époque? Là, nous sommes en France, dans la France profonde. Voilà, tout à fait. On est dans la France profonde. Alors, Emilio et puis Jacqueline, c'est plutôt la France de 1900. Alors, l'année m'échappe un peu, mais je crois, oui, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Donc, en 1939. Voilà, donc ça, c'est les parents, les grands-parents de Françoise. Alors, on découvre après, toujours dans ce chapitre de printemps, donc Antonio, il intervient dans cette histoire d'amour entre Jacqueline et comment s'appelle-t-il? Et Emilio, voilà, intervient Antonio. Antonio, c'est un manouche, c'est ça, un gitan. Voilà, tout à fait. C'est un peu ce qu'on appelle un saltimbanque. Voilà, il vit un artiste en devenir qui se cherche en attendant de vivre de sa passion musicale. Donc, pour l'instant, il fait des petits concerts, que ce soit dans des mariages ou pour, là, à l'occasion, son groupe avait été invité au bal du 14 juillet. Naîtra Jeanne. Jeanne, qui justement donnera après naissance, parce qu'on passe rapidement sur la vie de Jeanne. Dans ce livre, on verra, je le dis aux téléspectateurs, ou surtout aux téléspectatrices, c'est vraiment un roman dans lequel ce sont les femmes qui tiennent, qui sont les fils rouges, en fin de compte, de votre histoire. Et donc, Jeanne donnera naissance à Françoise, dont cette fille, dont cette femme nous parlions au début. Françoise qui est le fil rouge du roman. Alors Françoise, on découvre qu'elle grandit dans une famille assez heureuse, enfin modeste. Elle a la vingtaine, elle va partir faire ses études à Paris. Elle a des bonnes amies, c'est Bérénice et Anaïs, il me semble. Voilà. Et à Paris, elle découvre, là c'est le coup de foudre, John White, cet Australien. Et donc là, il décide de se marier. Voyage de noces aux Seychelles. Vous connaissez les Seychelles? Non, j'y ai encore. C'est une des îles que je ne connais pas encore. D'accord. Et donc là, comme c'est son mari, elle décide de les vivre en Australie, à Sydney, dans le cercle familial de John White. Mais là, c'est la désillusion. Que se passe-t-il? Alors, il se passe que, en partant vivre en Australie, en rejoignant John, Françoise, elle est comme toute jeune mariée. Quand on se marie, on est plein d'espérance. Parce qu'on se dit, on est en train de démarrer une nouvelle vie avec la personne qu'on a choisie, l'amour de notre vie. On va faire des enfants. Donc Françoise, elle est dans cette espérance-là. Elle pense pouvoir mener une vie tranquille, heureuse, avoir des enfants, un peu comme dans un conte de fées finalement. Mais la réalité la rattrape. La rattrape. Voilà, alors il se passe que comme
entre-temps, avant, elle a perdu sa grand-mère et qu'elle est restée plus longtemps que prévu en France, elle a mis à peu près 6 mois avant de rejoindre John en Australie. Quand elle le rejoint au bout de 6 mois, ben, elle dit son printemps se transforme finalement en cauchemar, en fait. Oui, parce qu'elle découvre une autre personnalité, une sorte de pervers narcissique, on va dire. Voilà, quelque part. C'est un médecin, famille assez riche, tout à fait. De Sydney, donc il a un but de lui-même, enfin, voilà, et il ne respecte pas trop, justement, Françoise, et tout à coup, ce couple va justement partir en déliquescence. Plus d'amour, plus rien, il y a une froideur entre eux. Voilà, une froideur malgré la naissance des enfants, parce que Françoise, elle fait quand même tout pour racouler les morceaux. Oui. Parce qu'elle se dit que ce serait dommage que cette belle histoire qui a commencé avec beaucoup d'amour se termine comme ça, aussi vite, de manière aussi dramatique. Donc au début, elle fait tout ce qu'elle peut pour réussir sa vie de famille, en fait. Donc, notamment, elle envisage de faire un enfant, et c'est vrai que des fois, beaucoup de personnes pensent que quand une histoire d'amour va mal, en faisant un enfant, ça peut racouler les morceaux. Au début, ça marche, mais assez vite, la réalité rattrape un peu les protagonistes. Mais c'est assez effrayant parce que John White, dans votre ouvrage, il ne veut pas du tout d'enfant. C'est presque... Bon, il ignore, la méprise. Mais pourquoi? Je suis trop jeune pour devenir père, pour prendre ce genre de responsabilité. Et pourtant, quand naîtra ce premier enfant, c'est une fille, il va la bichonner comme tout. Absolument. Il en sera très fier. Très fier. Et naîtra un deuxième enfant. Mais entre-temps, quand naît ce deuxième enfant, donc la première enfant, donc c'est Jane, le deuxième enfant, le fils, c'est William, là, il y a autre chose. Là, on sent qu'elle perd pied, Françoise. Elle découvre les infidélités de son mari. Il y a autre-temps la mort aussi de William, son fils. Tout à fait. Tout à fait. Donc, non seulement la naissance de William, parce que c'est une... Alors, certains utilisent ce mot accident. Moi, je préfère surprise. Parce qu'un accident, c'est quand même déjà quelque chose de pas très réjouissant. Alors qu'un enfant, c'est... Voilà, c'est négatif. Alors qu'un enfant, c'est quand même quelque chose de... Enfin, la naissance d'un enfant, ça doit être perçu de manière positive. Donc, non seulement cette surprise, le temps qu'elle accepte la naissance de William. Alors après, à la naissance de William, oui, elle accepte ce fils, qui sera d'ailleurs son préféré par rapport à Jane. Mais il s'ensuit quand même avant une sorte de dépression postnatale. Oui. Donc on se met à faire une dépression postnatale. Et puis pendant qu'elle se remet tant bien que mal de ces années aussi où, comme elle décrit sa vie, où sa vie, c'est plutôt les couches, les courses, voilà, rien de finalement passionnant comme elle imaginait au départ. Donc pendant qu'elle s'adapte tout doucement à cette vie, il y a un drame, un second drame, après celui du décès de sa grand-mère, il y a le second drame, donc le décès de William. Oui, le décès de William. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que les familles que vous décrivez sont des familles, on va dire, européennes, caucasiennes. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que ça a été facile, vous êtes d'origine camerounaise, justement d'être dans la peau d'une autre culture, d'être dans la peau d'une famille blanche? Ah, très bien. Alors, ça a été facile dans la mesure où le personnage de Françoise, c'est un personnage qui existe. Et c'est une personne déjà blanche. Donc, et tout raconter sa vie, voilà, c'était pas, je savais d'avance que c'était pas une personne noire dont je parlais d'une personne blanche. Et c'est vrai que c'était facile aussi dans la mesure où je ne m'identifie pas à Françoise. Oui. Je raconte sa vie à elle. Donc j'ai pu mettre... Vous êtes observatrice, mais est-ce que c'est difficile d'être observatrice et de décrire et en fin de compte de ne pas mettre ces émotions en fin de compte identitaires? Ah, elle est très intéressante, votre question. Je pense que j'aurais vécu peut-être en Afrique. Entourée de mes compatriotes, ça aurait été plus compliqué. Mais le fait, voilà, d'être africaine, alors je revendique en plus cette culture africaine, mais de côtoyer, parce qu'on vit en Europe, oui. Vous savez, hein, voilà, entre les collègues, ma belle famille, et puis des amis, de côtoyer des personnes blanches, oui, c'est plus facile finalement, même en tant qu'observatrice, de décrire des réactions qui peuvent être effectivement purement européennes. C'est vrai que Françoise, parce que c'est une blanche, elle a certaines réactions que moi, je n'aurais pas eu du fait de ma culture africaine.
Donc la mort de William, nous parlions de cette culture aussi que vous empruntez, vous prenez dans la peau de Françoise. Et de temps en temps, ce qui est surprenant aussi, c'est que parfois vos chapitres sont interprétés, c'est-à-dire qu'on revient là dans la peau de Rebecca, qui parle justement à cette Françoise. Et c'est vrai qu'à un moment on se dit, mais tiens, donc c'est plus Françoise qui parle, c'est Rebecca qui parle. Oui, tout à fait, parce que à la base, je fais surtout des carnets de voyage. Et je voulais absolument rester aussi dans ce registre un peu de griot, à la manière des griots africains. Donc, quand je reprends la parole, après souvent les monologues plus ou moins longs de Françoise, là, effectivement, c'est moi qui parle. Et aussi, donc, ça fait deux personnages qui parlent sur... le verbe est conjugué en singulier, en fait. Oui. Mais pour deux personnages différents, aussi bien Françoise que moi-même. Là, donc, déception, infidélité de John, Françoise demande le divorce. Et là, nous arrivons à cette troisième partie de votre ouvrage, c'est l'automne. Donc là, Françoise, ok, c'est le divorce, elle reprend goût à la vie, elle a le droit de garde de sa fille. Tout à fait. Elle peut habiter avec sa fille dans la maison et avec sa maman d'ailleurs. Voilà. Dans la maison, dans une sorte de cottage assez sympa. Donc, bon. Et là, je pense que elle reprend goût à la vie. Elle reprend goût aussi en tant que femme. Elle a envie de séduire à nouveau. Et elle découvre et elle rencontre Samuel. Et là, c'est le grand amour. Voilà. Et du coup, Samuel, qui est aussi australien que John l'est, il nous permet finalement de ne pas parler des individus à travers des clichés, en fait. Parce que c'est deux personnes de la même culture, du même pays, mais elles sont complètement différentes. Parce qu'autant John, vous l'avez très bien compris, Patricia, était un peu de sa personne, il était un peu un côté pervers narcissique et tout. Et Samuel, il est plutôt dans le retrait. Dans l'amour. Mais par contre, il a aussi ses handicaps, en fait. Oui, en effet, ces handicaps. Alors, je laisse aux téléspectateurs de découvrir justement son problème. Le problème de Samuel naîtra, alors quand même on peut le dire, de cet amour, de cette union, Thomas. Et Thomas est encore une autre maladie. Et là, on découvre que elle découvre, Françoise, que Thomas est autiste. Tout à fait. Vous avez côtoyé justement pour décrire l'univers, ce long travail, ce processus de connexion entre la mère et l'enfant. Vous vous êtes entouré, je ne sais pas, d'infirmières, de médecins spécialistes pour raconter comment ça se passe entre un enfant autiste et une mère. Très bien, excellente question. Alors, j'ai pas mal fait de recherches et j'ai dans ma belle famille, mes belles-sœurs sont autistes. Donc, à voir ma belle-mère, comment sa relation avec ses filles m'a beaucoup apporté aussi sur le sujet. Et alors, en plus de la relation de ma belle-famille avec leurs sœurs, soit pour mon mari ou ma belle-mère pour ses filles autistes, mais également les recherches que j'ai faites sur le sujet également ont permis d'écrire une partie sur la maladie de l'autisme. Et pourquoi en parler? Parce que c'est quelque chose qui demande un long travail, mais d'amour et presque de vocation pour l'enfant. C'est vraiment dédié. Absolument. Voilà. Et pourquoi en parler? Parce que je voulais absolument que le lecteur, en refermant le livre, puisse y puiser des aspects pratiques dans sa vie de tous les jours. Et que finalement, chacun, que ce soit dans les personnes qui ont connu le divorce, celles qui ont connu la vie avec un enfant handicapé, celles qui ont connu la perte d'un enfant, que chacun puisse s'y retrouver et puis voir comment finalement, à travers ces drames, on peut rebondir dans la vie, en fait. Il y a aussi, on voyage beaucoup dans votre roman parce que il y a des mariages, donc des nuits de noces. Donc il y avait cette nuit de noces aux Seychelles. Et puis là, il y a cette nuit de noces entre Samuel et Françoise en Nouvelle-Calédonie. Vous y avez vécu en Nouvelle-Calédonie? Alors vécu, non, on y a passé 15 jours. 15 jours. Mais ça doit être super parce que, en tout cas, on sent qu'il y a les Kanaks. Donc on a l'impression que vraiment vous êtes vraiment immiscé dans cette vie d'autochtone. Oui, absolument. Et c'est marrant parce que donc on a fait en plus de l'Australie parce que
on avait un visa touriste. Oui. Alors ce visa de touriste nous autorisait, nous imposait tous les 3 mois de quitter le territoire australien. Du coup, on a profité pour faire les îles alentours. Et des 3 îles qu'on a fait, la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande et l'Indonésie, oui. Ben, celle qui nous a le plus marqué, c'est la Nouvelle-Calédonie en fait. Oui. En revenant de la Nouvelle-Calédonie, on avait un petit fond dépressif. Tellement, oui, voilà. Voilà, tout s'est bien passé. Alors, est-ce parce que déjà, il y avait plus la barrière de la langue? Parce que c'est un peu des Français. Oui, c'est un territoire français. Exactement. Oui. Alors, on s'est demandé si c'était par rapport à ça, mais je pense que c'est pas que par rapport à ça. Il y avait aussi d'autres choses, que ce soit la culture, que ce soit le peuple, ce peuple tellement ouvert aux étrangers, aux touristes et tout. On y a eu un très bel accueil, en fait. Et d'ailleurs, il n'y a pas que seulement en Nouvelle-Calédonie ou Nouvelle-Zélande que vous décrivez cette société, vous décrivez aussi la société australienne. On a l'impression que la situation des aborigènes vous touche énormément, cet alcoolisme présent. Oui, je pense que ça me touche peut-être parce qu'ils sont noirs. Comme moi, alors derrière tous ces aborigènes, je vois un peu mon frère ou mon père ou mon grand-père. Ouais. Et j'imagine mes proches dans une telle déchéance. Et je pense que oui, ça doit forcément un peu plus me toucher que peut-être une personne européenne. Mais concernant l'immigration, parce qu'on dit qu'en Australie, c'est très très difficile. Ils sont contre les immigrés. Pour avoir un visa, c'est la croix et la bannière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire ou pas du tout? Ce sont des affabulations. Je pense que c'est un peu exagéré en fait, parce que l'immigration, s'installer en Europe, c'est carrément impossible, alors que l'Australie fait encore partie des pays où l'immigration est possible. Alors même si ça s'est un peu corsé ces dernières années, oui, ça reste accessible dans la mesure où c'est pas comme en Europe où pour avoir son titre de long séjour, on est obligé soit de faire un enfant ou de se marier à un Australien. Non, ça reste encore, ça reste accessible. Voilà. Donc pour peu, parce que en même temps, c'est un pays où il y a beaucoup de travail, mais peu de main-d'œuvre. Donc finalement, c'est un pays encore ouvert qui invite des personnes à venir s'installer et on trouve très facilement du travail. Et justement, en tant qu'observatrice, parce que vous aimez beaucoup cette ouverture vers les peuples, cette nouvelle culture, est-ce que vous avez... c'était difficile en fin de compte parce que vous êtes française, donc c'est-à-dire d'arriver dans un pays où on parle l'anglais, vous avez l'esprit plutôt français et en même temps de garder son identité en même temps en tant que Camerounaise. C'était facile à jongler dans le pays? Ah, question intéressante. Facile à jongler. Je pense que par expérience maintenant, c'est-à-dire quand on voyage, que ce soit mon mari ou moi-même, et tout, on essaye d'oublier un peu qui on est. Voilà, on oublie qu'on est... alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, parce qu'oublier qu'on est Camerounais ou qu'on est Français et tout, c'est pas toujours facile. Mais je pense qu'on est tellement dans l'apprentissage de l'autre, de sa culture, de sa langue, de sa manière de penser, de raisonner, qu'on s'oublie soi-même. Alors, c'est intéressant parce que ça fait aussi une école de l'humilité. On se rend compte finalement qu'on n'est rien du tout et qu'on est finalement dans un éternel apprentissage. Et un éternel contact avec l'autre et où on essaie de puiser ce qu'il y a de bien chez l'autre afin que ça nous apporte forcément dans notre vie de tous les jours. Pardon. Je vous en prie. Oui. Avançons, et puis ce sera certainement la dernière question. Pour la dernière partie de l'hiver, là, nous arrivons vraiment dans une sorte de déprime. C'est très sombre, beaucoup de drames. On a l'impression que on part de quelque chose de joyeux, on découvre une famille, même un secret de famille. Mais là, on l'apprend, on vit avec, et tout d'un coup, on tombe dans l'abîme. Vous êtes, Rebecca Di Giusto, plutôt quelqu'un de pessimiste ou alors... Oui, non, c'est tout l'inverse. Je suis plutôt quelqu'un d'optimiste. D'où finalement cette citation de Sénèque que j'aime beaucoup et qui dit, et puis danser au rythme des saisons, c'est tirer un peu de cette citation, parce que la citation dit « Vivre, ce n'est pas attendre que la tempête passe, c'est apprendre à danser sous la pluie.
parce que les tempêtes sont inévitables dans la vie. Alors, il y en a qui vivent des drames, tandis que d'autres ont juste des petits problèmes comme ça dans leur vie et tout ça. Voilà, on fait toujours la différence entre les deux et tout. Mais je vais du principe, mon optimisme débordant, comme disent souvent mes copines, mon mari, me permet de penser que... Alors, heureusement, je n'ai pas encore vécu de drame vraiment. Je n'ai pas eu la perte d'un enfant, je n'ai pas eu un enfant handicapé, je n'ai pas eu de divorce et tout ça. Mais je pense qu'en ayant côtoyé des personnes qui sont passées par là et qui ont réussi à s'en sortir, à continuer à voir le bon côté des choses, à continuer à voir la vie aussi belle qu'elle est, comme un cadeau aussi de notre Créateur. Voilà, je pense avec optimisme qu'on peut toujours rebondir, quels que soient les drames qu'on a vécus. Merci beaucoup, Rebecca Di Giusto, sur ces paroles. Eh bien, nous allons passer à la deuxième partie de l'émission, Carte sur table. Okay. Rebecca Di Giusto, pour cette deuxième partie, donc Carte sur table, nous allons découvrir qui est Rebecca Di Giusto. Alors, c'est vrai que j'ai dit précédemment au début de l'émission, vous êtes une passionnée de civilisation et d'idiomes. Vous aimez aller à la rencontre de l'autre. D'où vient cette passion, justement, de découvrir l'autre ? Alors, je crois qu'elle a commencé avec le long séjour que mon mari et moi-même on a fait au Kenya. Donc, on a quitté la France pour aller 3 ans au Kenya et à découvrir ce peuple kényan qui nous a tant apporté. Alors, il y a eu des hauts et des bas et tout, mais il fallait tout le temps dire Hakuna Matata. On a appris presque 10 ans après à toujours dire Hakuna Matata, même quand on est dans des problèmes jusqu'au cou. Et ça, je pense que les Kenyans nous ont beaucoup apporté. Et je me dis toujours, il y a eu un avant et un après dans même ma façon de voir les choses. Mais est-ce que justement, le fait d'aller vers la culture de l'autre, c'est oublier son identité, ses traditions Ah oui, non, surtout pas tomber dans ce piège, parce que oublier son identité, oublier sa culture, finalement, on développe des frustrations. Et ça fait un peu les conséquences comme nos jeunes dans les banlieues, les enfants d'immigrés souvent, qui ne savent pas qui ils sont parce qu'ils n'ont pas de racines, n'ont pas de repères. Donc ça, c'est très dangereux. D'ailleurs, bizarrement, j'ai l'impression à chaque fois que je reviens d'un long voyage, je ressens un besoin, comme un traitement thérapeutique, d'aller dans mon pays pour voir ma famille, voir d'où je viens et me rassurer que voilà, j'ai peut-être vu d'autres choses, mais je suis d'ici, en fait. Donc c'est du Cameroun, de Douala. Et je pense que c'est très, très important de garder ses repères, cette culture et puis ses racines. Et d'ailleurs, je ne cache pas aux téléspectateurs que quand ça concerne votre chapitre, c'est vrai que vous parlez beaucoup du Cameroun, de Douala, tout à fait, la cuisine, enfin les... Absolument. Alors d'ailleurs, vous dites aussi que vous, ce qui vous intéresse, c'est les voyages et l'art culinaire. Donc, vous êtes allé à Bali, vous êtes allé donc en Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Kenya. Quel est cet art culinaire, ce plat typique qui vous a le plus marqué, qui vous a laissé d'excellents souvenirs gustatifs? Alors, c'est très, très, très compliqué dans la mesure où le Cameroun est un peu considéré par tous les autres pays d'Afrique comme le pays qui détient la meilleure gastronomie. Et la France aussi, la gastronomie française, elle a plutôt bonne réputation à travers le monde. Donc ça fait que dans les pays où on a séjourné, la gastronomie, c'est pas ce qui nous a marqué le plus, parce que finalement, on a pu comparer, alors que quand on voyage, on n'est pas du tout chauvin. Mais on a constaté que dans le domaine de la gastronomie, non, je crois que le Cameroun ou la France reste en top quand même. Reste au top. Et aussi, il est marqué dans votre biographie que vous intéressez énormément aux questions existentielles, c'est-à-dire sur vous ou sur les autres, les rapports à l'autre. Oui, parce que j'ai un peu ce défi que je me lance moi-même tous les jours à me dire, voilà, je veux absolument réussir ma vie.
en fait. Alors, pas la réussir forcément en ayant des millions, oui, mais la réussir en ayant la réponse à ces questions existentielles, parce que c'est en donnant un sens à sa vie que forcément on a une sorte de satisfaction. oui, d'épanouissement. D'épanouissement, tout à fait, tout à fait. Alors, pas forcément d'épanouissement qui aide également dans le rapport avec l'autre. Parce que en voyant, en acceptant ma vie comme elle est, ça me permet finalement un bon rapport à l'autre, à ne pas être dans une espèce de compétition ou d'envie, mais plutôt à me dire, si cette personne a quelque chose de mieux que moi dans la vie, tant mieux pour elle, être plutôt en extase. Et c'est des personnes qui en ont moins, être plus dans la compassion. Et je pense que ça me plaît bien, cette vision de la vie et de mon rapport avec l'autre. Et pour clore ce chapitre carte sur table, dans votre roman, vous dites, souvent, vous parlez de thérapeutes qui conseillent justement d'écrire. Ça vous fait du bien d'écrire? Absolument. L'écriture est assez thérapeutique. Ça fait du bien dans la mesure où on se libère inconsciemment des poids, parce que la vie, elle n'est pas facile. On a forcément toujours... on vit forcément... alors, je disais tout à l'heure, pas forcément des drames, mais bon, on a forcément toujours que ce soit des problèmes et tout. Et le fait de les coucher par écrit, c'est libératoire. Et je le recommande vraiment. Oui, comme une sorte d'exutoire, quoi. Et là, toutes ces peines, ces émotions partent avec... Voilà. Tout à fait, c'est exactement ça. Très bien, merci beaucoup Rebecca Di Giusto. Nous allons passer à la dernière partie, le coup de cœur. Pour le coup de cœur, Rebecca Di Giusto, alors vous avez choisi quel auteur? Alors, j'ai choisi Douglas Kennedy, oui, l'un de mes auteurs préférés, parce que j'aime bien son style littéraire, où il allie un peu, et je pense que inconsciemment, en étant passionnée par ses lectures, mes écrits aussi, j'essaie d'avoir une forme d'écriture comme lui, parce qu'il est tourné vers déjà les récits de voyage, mais il parle aussi beaucoup de sociologie, et voilà. Et c'est ça qui vous... Et par exemple, l'histoire que vous avez donc retenue, qui vous a marqué, c'est cet instant-là. Tout à fait. Quels sont les personnages qui vous ont marqué dedans? Pourquoi retenir ce livre? Voilà, alors les personnages qui m'ont marqué dedans, c'est notamment l'héroïne qui rencontre un Américain. Donc elle le rencontre, mais elle est dans son pays. Elle rencontre cet Américain, ils doivent se marier, et puis finalement, le mariage ne se fait pas. Parce que y a des personnes qui empêchent le mariage, en fait. Mais du coup, ça sera donc toute sa vie durant, elle pensera à cet homme et à se dire, mais et si je m'étais mariée à lui, qu'est-ce qui se serait passé et tout. Donc elle ne l'oublie pas des années après. Et ça marque parce qu'on voit un peu tout ce qui se passe dans sa vie jusqu'à dans sa vieillesse. Et lui, de son côté, il pense à elle également. Et du coup, lui aussi... donc, on peut dire que finalement, on fait des rencontres dans la vie qui nous marquent plus ou moins. Et puis, des personnes qu'on ne voit pas forcément après. Oui. Mais quelque part, dans notre tête, elles sont toujours présentes. Oui. Voilà. Comme notre premier amour, par exemple. Voilà. Enfin, moi, pour certains, certaines. Oui. Hein, voilà. Moi, j'ai de la chance, mon mari était le premier, alors... j'ai pas d'autre expérience et c'est tant mieux. Moi aussi. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Rebecca Di Giusto. En tout cas, revenez nous voir. Je rappelle le titre de votre nouvelle parution, de votre roman, Danser au rythme des saisons, paru chez Spinel. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis quant à vous, mes chers complices, merci beaucoup de votre fidélité si précieuse. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur, bourré de talent, comme d'habitude, bien sûr. Merci beaucoup. Et puis, au revoir et à bientôt.